Nos villages des Garrigues et de la plaine côtière du Bas-Languedoc ont-ils un anniversaire? Chaque village possède-t-il d'ailleurs un anniversaire? Est-il possible de fixer un moment précis qui marquerait la naissance d'un village? De la réponse à ces questions dépend une partie de l'histoire que nous allons raconter ici. Commençons par tenter de répondre à la dernière de ces questions. De grands historiens comme Robert Fossier ou Georges Duby ont proposé l'hypothèse d'une mutation dans la répartition des sites de peuplement autour de l'an 1000. Pour eux, l'habitat qui était jusque-là dispersé dans les terres cultivées se regroupe autour de points de fixation bien identifiés, des tours de défense seigneuriales, des églises ou des cimetières. Il voit dans la mutation féodale la cause de la réorganisation de l'occupation de l'espace en Languedoc-Roussillon comme ailleurs. Mais d'autres causes ont pesé dans ce processus, et nous verrons lesquelles. Examinons en détail comment cela se serait passé si l'on en croit cette hypothèse que les historiens nomment l'encellulement, l'enchâtellénisation ou l'incastellamento. C'est donc dans la plaine agricole, au cœur de l'espace cultivé, que se trouvait l'habitat pendant tout le haut Moyen-Âge, cette période qui suit l'effondrement de l'Empire romain.
Nous sommes ici loin de l'image du village médiéval, fixe au centre de son territoire borné qu'il s'est approprié et qu'il met en valeur. Comment est-on passé de ce semis de maisons plus ou moins durables à ce village de pierre qui finira par se doter de murailles, de tours, de fossés de défense et corollaire de tout cela, d'un sentiment communautaire? Car au-delà de la pierre, il y a ce sentiment d'appartenir à une seule et même société de vie, le village. Le village médiéval, c'est donc bien plus que de la pierre. C'est un destin commun, des solidarités paysannes. C'est un petit peuple laborieux qui, pendant des siècles, a pris en main sa destinée jusqu'à ce que l'État royal ne vienne la raisonner pour en faire un des rouages essentiels de son administration. La révolution féodale est une première explication à retenir. On peut en donner les grandes lignes de la façon qui suit. La réorganisation des pouvoirs après l'effondrement de l'Empire carolingien, fondé par Charlemagne et fragilisé par ses successeurs, va promouvoir un grand nombre de seigneurs locaux et de chevaliers qui vont, pour le compte de tel ou tel de leurs suzerains, prendre possession d'une terre qui leur a été concédée en échange de leur fidélité et d'une contribution militaire. C'est ainsi que sont nées les milliers de petites seigneuries qui découpèrent en toutes petites entités l'Empire carolingien. Le pouvoir s'effritera à tel point que les droits de vie et de mort impériaux échurent à de petits seigneurs, devenus roitelets régnant sur quelques dizaines ou quelques centaines d'âmes. Pour le dire plus prosaïquement, il faut imaginer, alors qu'un beau jour un chevalier est arrivé près de votre village, qu'il y a établi une demeure, une maison forte, accompagnée d'une tour de défense. Cette tour montrait à tous qu'il était désormais le maître. Une petite suite de serviteurs l'avait accompagné. Ils s'installèrent à ses côtés et fondèrent ainsi la première agglomération, embryon de ce qui deviendra le village. Il y a effectivement un débat relativement à l'incastellamento ou l'encellulement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, grosso modo, vous avez d'un côté les historiens qui vont plutôt dans le sens d'une mutation assez franche liée à la mise en place de la féodalité après la 1000, et vous avez les archéologues qui pensent, quant à eux, forts de leurs découvertes archéologiques, que le processus a été beaucoup plus lent et qu'il s'étale sur 2 ou 3 siècles. Pour ma part, je pense que la vérité est entre les deux, mais qu'elle est plutôt du côté des historiens pour ce qui est de la mise en place du réseau des villages actuels. Je m'explique. Bon, les archéologues voient les choses se déplacer très lentement et il est possible que pour un certain nombre de sites d'habitat, ce soit passé ainsi. Mais il n'en reste pas moins que la mutation de la mine est une mutation franche, l'installation de la féodalité va faire en sorte que de nombreux paysans, de nombreux habitants vont être obligés de se déplacer du fait de la réorganisation des pouvoirs et de l'implantation d'un grand nombre de sites fortifiés, maisons fortes, tours ou autres. Donc vous voyez bien, l'historien que je suis penche plutôt du côté des historiens, mais est-ce que cela est bien étonnant? On imagine que les positions d'installation de la première tour seigneuriale étaient toujours choisies pour des raisons stratégiques. Cela explique la position perchée ou semi-perchée d'un grand nombre de villages. Et si certains de ces villages occupent des positions en fond de vallée, sur le long des routes, positions sans avantage défensif, sans doute sont-ils de vieilles agglomérations du haut Moyen-Âge,
déjà fortifiés, où les nouveaux maîtres sont venus implanter le symbole de leur défense, une tour féodale. Ce moment de l'histoire est une période en effet très belliqueuse. La guerre est la raison de vivre de la chevalerie. Les guerres féodales sont très nombreuses. On a remarqué qu'entre les tours des chevaliers était parfois établie une relation de co-visibilité. La tour A voyait la tour B qui voyait la tour C et vice-versa. Il y avait deux raisons à cela. D'abord, la co-visibilité autorise le contrôle. Ensuite, lorsque les deux seigneurs sont alliés, celle-ci permet la transmission de messages lumineux. D'immenses réseaux existaient, comme celui qui permettait de faire circuler un message depuis le Rhône jusqu'à Uzès. Mais ces réseaux n'apparurent que tard dans le Moyen-Âge, quand les principautés se renforcèrent et brisèrent l'anarchie féodale qui voyait les chevaliers se jeter les uns sur les autres au moindre motif. Il fallut calmer cette ardeur. Les paix de Dieu, les tournois de chevaliers et les croisades furent les remèdes trouvés par le corps social pour canaliser leur violence. On comprend alors que dans cette atmosphère guerrière, les populations aient ressenti le besoin de se protéger. La réunion des maisons autour de la tour féodale, devenue château, a représenté une vraie solution pour des paysans en proie aux violences des chevaliers et dont beaucoup erraient dans les campagnes à la recherche de sensations fortes, de femmes, d'un suzerain et de trésors fantasmés. Plus près du seigneur, les manants bénéficiaient de sa protection et, lorsque c'était possible, ils pouvaient trouver refuge dans le château. En échange de cette protection, les paysans acceptèrent des taxes nouvelles, des corvées et l'aliénation des terres qui leur appartenaient. Un nouveau cadre territorial se mettait en place, la seigneurie. C'est selon ce schéma que le village s'est constitué entre le XIe et le XIIe siècle. Ces agglomérations ont également bénéficié d'une hausse démographique très importante qui va tripler le nombre des hommes en 2 ou 3 siècles. Les villages vont grossir pour donner l'allure qu'ils garderont grosso modo jusqu'à la Révolution. Cette thèse est aujourd'hui remise en question. L'habitat du Haut Moyen-Âge n'était pas aussi précaire que ce que les historiens ont longtemps pensé. À leur suite, les historiens ont également revu la thèse de l'encellulement et notamment Florian Mazel dans son ouvrage Féodalité, 888-1180. C'est Victor Lacoste. On pense que le château date justement du XIe, XIIe siècle. Tout n'est pas très clair, peut-être la chapelle est plus ancienne, une sorte de donjon à l'intérieur duquel ensuite la chapelle a été organisée. Et le reste du château s'est peut-être construit un peu plus tard. Mais en tout cas, il est clair que c'était l'objectif de la construction de ce château, pour ceux qui l'ont établi, c'est-à-dire les seigneurs de Sabran, c'était de se procurer une forteresse qui règne sur toute la région, qui domine toute la région. Donc, ils se sont installés ici, et les villageois sont venus s'accumuler autour. Peut-être d'ailleurs à l'origine sur les pentes autour du château, plus que là où se trouve le village actuel, c'est-à-dire vraiment au bas de la pente. Mais en fait, ça c'est pas très clair, il n'y a pas eu vraiment de fouilles qui permettent de le dire. En tout cas, le village s'établit. Voilà. Alors ça, c'est l'âge des castrats, donc le XIIe siècle. Au XIIIe siècle, on voit apparaître
la communauté villageoise en tant que telle, qui commence à avoir des relations conflictuelles et contractuelles. Selon les moments, elles sont conflictuelles, à d'autres moments, elles deviennent contractuelles avec le seigneur. Typiquement, à Saint-Victor, c'est 1248, la première charte qui existe. Et en 1248, le seigneur concède aux habitants de Saint-Victor-la-Coste un certain nombre de droits sur l'espace de garrigue qui se trouve derrière, que tu as peut-être filmé, et qui est un espace productif. L'espace des garrigues, c'est pas un espace improductif, c'est le lieu où on ramasse le bois, où on se procure les charpentes, où on fait des fours à chaud et où on prend la pierre pour la construction des maisons, où on fait paître les animaux, où on fait des coupes de bois qui servent. Le bois, c'était quand même la source de chaleur, c'était la source d'énergie, c'était une source d'énergie. Donc c'était un espace économiquement très important, aussi important que la plaine cultivée. Et le seigneur donne des droits à ce moment-là, en 1248. Ces droits ont-ils été concédés volontairement, ont-ils été arrachés par les habitants? Il y a certainement un peu des... Il n'est pas étonnant que 1248, l'année d'après, 1249, c'est l'année où Rostin de Sabran, seigneur de Saint-Victor et d'un certain nombre de villages de la région, donne son château au sénéchal de Beaucaire, qui lui ordonne la destruction des parties militaires du château, probablement pas du château dans son ensemble, mais de tout ce qui est militaire, donc de tout ce qui est qui va à l'encontre du pouvoir royal, et ça marque la mainmise du roi sur cet espace militaire, et en même temps ça marque le fait que les Sabrans, qui étaient jusque-là des gens très importants, parce que c'était des connétables du comte de Toulouse, assurent leur fidélité au roi, en quelque sorte se démettent de leur pouvoir comtal pour devenir des sujets du roi, non pas ordinaires, mais enfin des sujets des aristocrates qui dépendent du roi. Revenons maintenant à notre question première. Quel âge ont les villages? Quel âge pour ce village-ci, pour celui-là, et cet autre encore? Eh bien, à tout prendre, si l'on reprend la chronologie des historiens, on pourrait dater, à la louche, la naissance des villages au XIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Nos villages auraient donc 1000 ans, ou plutôt 10 siècles. Il semble bien plus pertinent de compter en siècles lorsqu'il s'agit d'entités qui traversent les âges et deviennent millénaires. En faisant un tour d'horizon des villages du Languedoc, on s'aperçoit qu'il existe au moins 3 grandes formations distinctes. La plus spectaculaire est représentée par le village circulaire, ou village rond. Un architecte polonais, Krzysztof Pawlowski, émit la thèse en 1992, dans son livre sur les circulades languedociennes, que ces villages circulaires pouvaient être la première manifestation de l'urbanisme européen, c'est-à-dire de la capacité d'une société à projeter dans l'espace l'image idéalisée d'une ville. Ici, le cercle aurait représenté la perfection divine sur la surface de la Terre. Cette thèse a été complètement démolie par les historiens du Languedoc, arguant qu'il existe des villages ronds plus anciens en Espagne et dans le sud de l'Italie, et défaisant l'autre hypothèse avancée par l'auteur selon laquelle tous les villages circulaires du Languedoc auraient appartenu aux Guillem, une grande famille comtale du Languedoc. L'auteur faisait de l'un d'entre eux l'instigateur de cet urbanisme saisissant.
autre forme. Le village carré ou quadrangulaire. Le village fort quadrangulaire en Languedoc oriental apparaît avec la guerre de Cent Ans. C'est un village qui naît de nulle part, soit qu'il en est bâti ex nihilo à côté du village originel, avec les matériaux tirés de celui-ci, soit il est bâti à l'endroit même où se situait le village originel, en le recomposant de l'intérieur. Ces forts carrés, nantis de 4 tours d'angle, sont inspirés de la ville forte d'Aigues-Mortes, qui elle-même s'inscrit dans le vaste mouvement de déploiement des bastides typiques du sud-ouest médiéval, bastides au nombre de plus de 500. Puis il y a un autre type de village, le village spontané, qui n'a fait l'objet d'aucune planification. Le village spontané possède une morphologie qui peut se rapprocher de la forme circulaire ou de la forme carrée. C'est sans doute la catégorie à laquelle appartiennent le plus grand nombre de villages. Cependant, les contraintes exercées par les nécessités de la fortification et les modèles d'urbanisme déjà existants ont fait parfois tendre ces villages au développement spontané vers des formes idéales. Le point de convergence de l'ensemble de ces différents types de villages, qui ne regroupent pas toutes les morphologies villageoises, est le rôle de la fortification dans leur morphogénèse. Ces fortifications se sont parfois profondément gravées dans le paysage villageois sous la forme de rues. Et même si les villages ont pu connaître plusieurs phases de fortification, toutes ne sont pas toujours visibles dans le parcellaire. Les boulevards, qui enserrent encore nos villages et nos villes, sont les derniers stigmates des remparts qui, au XVe et au XVIIe siècle, les enserraient puissamment. Cette ceinture a tellement étouffé les villes et les villages que leur développement en a été contraint. On pourrait même aller jusqu'à penser que la forme de la maison paysanne a été indirectement influencée par les murailles des remparts. Plus encore, ce collier de pierre orné de tours de défense, aura même influencé la pratique agricole. Mais cela est une autre histoire. Revenons à l'histoire des fortifications villageoises et pour être plus précis à leur chronologie. Rien n'est assuré concernant les fortifications qui auraient pu être élevées lors de la croisade des Albigeois.
En ce début de XIIIe siècle, le roi de France a répondu favorablement à l'appel du pape qui désirait voir extirper l'hérésie cathare du Languedoc. L'élite seigneuriale avait été profondément touchée par cette doctrine qui niait la plupart des dogmes chrétiens et avançait que le monde terrestre était déchiré par le mal. Simon de Montfort, un seigneur sans envergure jusque-là, a alors pris la tête de l'armée royale composée de barons du Nord et de leurs vassaux. Comme toujours au Moyen-Âge, la nouvelle de l'arrivée de cette vaste armée la devança de plusieurs semaines. Tous les villages ont-ils dressé des remparts? Nous n'en savons rien. L'archéologie pourrait répondre à cette question, mais il est malheureusement impossible de fouiller des zones habitées. Risquons tout de même de dire que certains villages se sont sans doute fortifiés à cette époque, notamment ceux dont le seigneur soutenait le comte de Toulouse. Les choses sont plus assurées concernant la deuxième phase de fortification des villages. Au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans, les chevauchées du prince noir, les désordres divers consécutifs du conflit dont la révolte des Tuchins, tout cela va provoquer un fort sentiment d'insécurité. Les autorités royales enjoindront à plusieurs reprises les villageois à se fortifier. Ils le feront. Tous les villages se dotèrent donc de fortifications. Certains même se rebâtirent entièrement en se déplaçant légèrement. D'autres abattirent un certain nombre de maisons pour édifier les murailles de protection autour du cœur du village. On scanda les murs de tours rondes, de distance en distance. Plus résistante à l'artillerie, la tour ronde venait de supplanter la tour carrée, dont les angles étaient les points faibles pour de multiples raisons. Sur les parcellaires actuels des localités rurales, s'observe encore le tracé du rempart du XIVe siècle. Cette empreinte, devenue indélébile, est le fruit du temps qui passe et de la pérennité de la clôture du village qui se maintint bien au-delà de la guerre de Cent Ans. Souvent, les remparts derrière lesquels s'abritaient les habitants pendant les guerres de religion étaient les mêmes que ceux du XIVe siècle. Ou en tout cas, ils occupaient le même tracé. Et pourtant, entre les deux dates, la population avait beaucoup augmenté. Cela nous oblige, à ce stade de l'enquête, à nous poser quelques questions. Il aura donc fallu se serrer dans les villages à cette époque. Cela est parfois inscrit dans la pierre. Les villages quadrangulaires, comme celui-ci, n'offrirent très vite plus d'espace pour élever des maisons. Ainsi disparurent les cours, les jardins et les bâtiments d'exploitation qui laissèrent la place à des demeures qui assumaient également le rôle d'unité de production agricole. On expulsa aussi les bêtes, puisqu'aucune place ne pouvait être faite pour les bergeries et les étables. Les rares bergeries existantes étaient situées dans les terres agricoles, mais la plupart des bêtes à laine dormaient à la belle étoile dans des parcs que gardaient de jeunes bergers. Les mules et les ânes étaient nombreux également. Ces animaux étaient abrités dans les rares dépendances et souvent au rez-de-chaussée de la maison paysanne. Ainsi, les hommes et les animaux partageaient parfois l'intimité de la maison. L'oustao, comme on la dénommait en occitan. L'importance de ces animaux était telle que, comme notre voiture aujourd'hui qui se voit souvent dotée d'une pièce à part dans la maison, les mules et les ânes étaient acceptés dans le village et dans l'oustao. L'oustao, c'est donc la maison, mais c'est aussi le symbole de la lignée patrimoniale.
cette succession de chefs de famille qui, de père en fils, a tenu les rênes de l'exploitation familiale et qui a eu à cœur, à chaque génération, de la transmettre intacte et si possible plus riche encore. La maison de famille, c'est l'expression dans l'ordre du monde de cette volonté de pérennité, de cette nécessité de survivre aux aléas de la vie. Nous avons vu qu'il avait fallu se serrer dans les villages. Il en fut de même dans les maisons. Si l'on accepte les grands propriétaires qui vivent dans de grandes maisons, comme celle-ci, les autres ménages vivaient à l'étroit. 6 à 10 personnes pouvaient s'entasser dans 2 pièces, 3 générations distinctes, souvent. Les grands-parents, l'aîné de leurs enfants, devenus chefs de famille et chefs d'exploitation, leurs brus et leurs petits-enfants vivaient à même pot et même feu, comme on disait alors. Mais l'essentiel de la vie villageoise se déployait à l'extérieur, dans les rues, dans les champs, sur les routes. La maison était un refuge où l'on ne faisait guère que s'abriter pour la nuit, pour la veiller et pour dormir. On notera que Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, notait dans son journal de voyage dans le sud de la France que les gens vivaient dehors, qu'ils dormaient à même le sol, dans les ruelles, dans les grandes chaleurs du jour. Les choses ont bien changé depuis. Le cinéma, la musique pop, la télévision, Internet, tout cela a contribué à vider les rues et les venelles de nos villages. Mais cela pourrait changer à nouveau. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Si l'on s'entassait la nuit dans les rares pièces de la maison, on s'entassait également dans les lits. Il arrivait que les parents et les enfants dorment dans le même lit. Un lit immense, certes, de ces lits comme on faisait à l'époque moderne. 6 à 7 personnes dormant ensemble, cela a de quoi surprendre aujourd'hui. Mais il faut savoir que dans les auberges, les voyageurs pouvaient être amenés à partager la même couche avec d'insignes étrangers. Autre temps, autres mœurs, et il est bien connu que la chaleur n'a pas de signature. Cela est vrai jusqu'à cet autre conflit religieux qu'est la révolte du duc de Rohan de 1621 à 1630. Après cela s'enclenche un cycle de crises d'origine économique, climatique et sanitaire, avec la grande peste de 1639 et des révoltes paysannes qui secouent l'Europe entière. Le XVIIe siècle est un siècle noir. La pression fiscale ne cessera de s'accroître et de peser toujours plus sur les paysans qui fournissent la quasi-totalité de l'effort du royaume. Les diverses catégories sociales se ferment. La noblesse se campe sur ses titres de noblesse et interdit l'accès à son ordre. Le clergé se ferme aux gens de basse extraction, les bourgeois se serrent les coudes. C'est donc une société craintive qui va devoir affronter la grande crise climatique de la fin de siècle avec les hivers pourris de 1693, 1694 et 1696 et l'hiver extrêmement froid de la terrible année 1709. Le Rhône et la mer Méditerranée gèlent dans les ports, les oliviers aussi. Les mûriers périssent des grandes froidures. La mortalité augmente en flèche. Les plus faibles, les vieux, les enfants en bas âge, les malades, tous meurent de froid dans leurs maisons mal chauffées. Nous sommes au XVIIIe siècle, à la fin du petit âge glaciaire. Ce refroidissement important de la planète a été la conséquence du minimum de Maunder, une baisse de l'activité solaire. Ce petit âge glaciaire s'est traduit par des hivers parfois très rigoureux.
En effet, il y a eu un changement climatique après ce que l'on appelait l'optimum médiéval, du Xe au XIIIe siècle, à peu près. Les températures ont baissé, les hivers sont devenus parfois très rigoureux. Et à la fin du XVIe siècle, par exemple, les oliviers gèlent à plusieurs reprises. On voit la date des vendanges beaucoup plus tardive qu'aujourd'hui. On vendange au mois d'octobre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme vous le savez. Ce changement climatique va s'inverser au XVIIIe siècle. Le recul des glaciers, attesté par les historiens, est la preuve de ce réchauffement qui était alors naturel. L'industrialisation de l'Occident, reposant sur l'énergie tirée du carbone depuis le XIXe siècle, a accéléré ce processus. Extrait du livre de raison du professeur Jean-Henri Haguenau. On n'a jamais vu de mémoire d'homme une année plus cruelle et plus malheureuse que l'année 1709. Il fit un froid si rigoureux à diverses reprises qui dura du mois de novembre 1708 jusqu'au mois de février 1709, qu'il y eut plusieurs personnes qui moururent, et surtout celles qui étaient avancées en âge. Toute la récolte du blé périt, et presque tous ceux qui avaient semé ressemèrent les terres qui n'en furent pas plus abondantes, parce que, comme je l'ai déjà dit, le grand froid vint à plusieurs reprises. La seconde récolte fut autant incommodée du froid que la première. Il n'y eut que ceux qui semèrent des menus grains, qui s'en trouvèrent le mieux, parce qu'ayant ainsi semé fort tard et sur des terres déjà labourées et bien préparées pour du blé, ils évitèrent toute la rigueur de la saison, et, tout le peuple s'étant trouvé dans une grande disette du blé, les menus grains, qui furent fort abondants, se vendirent à un prix excessif. Le seigle valait 11 livres le sétier, la pomoule 10 livres, et tous les autres grains se vendaient 7 à 8 livres, le prix du blé du pays ayant valu de 12 à 14 livres. Mais ce qui fut le plus remarquable, c'est que ce grand malheur s'étendit presque dans toute l'Europe. On pouvait dire avec beaucoup de raison que c'était un fléau de Dieu qui avait voulu affliger toute la terre d'une famine générale. Il ne faut pas exagérer la mortalité liée à l'hiver 1709. Évidemment, quand on se plonge dans les registres de catholicité, on se rend compte qu'il y a un pic de mortalité consécutif à cette terrible hiver. Cependant, ce pic de mortalité ne paraît pas être en proportion de l'événement tel qu'il est raconté dans les témoignages de l'époque, que ce soit les annotations diverses et variées qu'on peut trouver ici ou là sur des actes administratifs, que ce soit les journaux que tenaient déjà un bon nombre de personnes. Qu'est-ce à dire, cette différence donc entre la mortalité effective, celle que l'on peut mesurer donc dans les registres de catholicité, et l'impression que nous donnent les récits de l'époque? Sans doute faut-il voir là le fait que l'hiver 1709, ce terrible froid qui s'abat sur toute l'Europe, va évidemment tuer un certain nombre de personnes, et notamment les plus fragiles, que ce soit les enfants, les vieillards ou les malades. Mais en affaiblissant les organismes de toute une population, ce terrible hiver aura préparé un certain nombre de personnes qui survivront donc à l'hiver au passage ultérieur de la grande faucheuse. Ce XVIIe siècle va accoucher d'une stagnation démographique, voire d'une décrue du nombre des hommes dans les villages du Languedoc. Le village fortifié du XIVe siècle reste et demeure le cadre de vie de nos villageois, même s'il s'est augmenté de quelques bâtisses agricoles construites hors les murs, mais encore très proches des remparts. À ce moment de l'histoire,
la ceinture de remparts est devenue plus qu'une protection contre l'ennemi, plus qu'une nécessité matérielle. Elle est devenue un besoin psychique, un trait des mentalités de celles et ceux qui vivent à l'étroit de ces murailles réconfortantes. Tout ce qui est précieux est ramené à l'intérieur ou au plus près des remparts. Le village agit comme un aimant sur tout ce qui a de la valeur. Le village, et plus encore les remparts, agissent comme un attracteur qui va jouer un rôle organisateur sur l'ensemble du territoire. Regardons cette carte, illustrant la répartition des différents types de cultures d'un finage mis en valeur par un village languedocien. On voit le village ici, au centre du territoire qu'il contrôle, territoire qu'il s'est construit peu à peu, en rognant sur les voisins, en achetant des quartiers entiers aux seigneurs qui commencent à s'en déposséder dès le XIIe et XIIIe siècle. Au plus près des remparts se trouvent les jardins, ces espaces de haute productivité agricole que nos paysans engraissent régulièrement. Ces espaces qui fournissent une quantité non négligeable de l'alimentation de la maisonnée paysanne. Les jardins se monnaient cher sur le marché immobilier local. Ces jardins, l'historien les a vus migrer depuis des espaces plus adaptés au maraîchage vers les pourtours du village. Cette mutation se fait au XIVe siècle, quand l'insécurité est maximale. Elle marque le début d'un long processus. Si les jardins ont été implantés et même rapatriés aux alentours immédiats des villages, le second cercle de culture est représenté par les céréales, la base de l'alimentation paysanne. Sous forme de pain ou de soupe mêlée à des légumes secs, les céréales et les champs qui les portent sont d'une très grande valeur. Ils sont au plus près du village, dans cet espace irrigué par un très grand nombre de chemins et où la présence humaine est très importante. N'oublions pas que ces sociétés traditionnelles sont avant tout paysannes. Il est vrai que 90 voire 95% des habitants des villages sont des travailleurs de la terre. Alors, aux heures de travail, c'est-à-dire aux heures du jour, la campagne est animée du labeur et de la présence de centaines de paysans, labourant, cueillant, palabrant, gardant les troupeaux. La nuit, sur les terres céréalières, les bergers installent leurs parcs pour y faire dormir les moutons. Nuit et jour, donc, ces terres céréalières sont sous surveillance. C'est sur ces terres à blé que sont implantés les oliviers des riches propriétaires qui en revendent l'huile. Mieux encore, une sociologie de l'espace agricole montre que les plus riches possèdent la plus grande partie des terres, les meilleures, celles qui ceinturent le village. La boucle est bouclée. On le voit bien, à proximité des villages se trouvent les terres et les cultures les plus valorisées. À l'inverse, les terres moins rentables, ces mauvaises vignes qui ne produisent qu'un vin destiné à l'autoconsommation, voyez sur cette carte la répartition des vignes sur le territoire d'une commune, près du pont du Gard, les commentaires sont superflus. La vigne est repoussée aux confins du finage. On trouve un exemple plus parlant encore du peu de valeur de la production viticole essentiellement tournée vers la consommation en propre. À Aramon, à l'extrémité est du Languedoc, des habitants qui privilégient l'huile d'olive depuis l'installation des papes en Avignon au XIVe siècle ont délocalisé leur vignoble chez les voisins à Domazan. C'est donc sur la totalité des finages que le village fortifié a pesé. Il est à l'origine de l'organisation spatiale des territoires ruraux. Il aimante les cultures les plus riches qui trouvent là une protection, ou tout au moins une surveillance. Il expulse les cultures médiocres
qui ne rapportent rien ou si peu, au final, le village n'est que le prolongement de la tour féodale qui avait attiré à elle les paysans de la plaine agricole qui cherchaient une protection et un abri. Au XVIIIe siècle, mais surtout à partir de 1750, c'est une crue sans précédent du nombre des hommes. Cette augmentation impressionnante de la population, qui passera d'une vingtaine de millions à une trentaine de millions en quelques décennies, s'accompagne d'une croissance économique importante. La production agricole explose elle aussi, et il semble que l'on vive désormais mieux dans nos villages, même si la vie reste étroitement dépendante des aléas climatiques. Lorsque l'orage gronde et que la grêle menace de détruire des récoltes, on se rue dans l'église pour faire sonner les cloches à tout rompre pour éloigner les nuages chargés de menaces. Pour éloigner les aléas climatiques, les villageois ont plus d'un tour dans leur sac. Les processions menées par le curé font partie des actions possibles. Notre témoin de ces temps, Pierre Prion, nous décrit une de ces processions. Pierre Prion, chronologiette, année 1748. Le dimanche 19 mai, dans l'église succursale d'Aubé, monsieur le curé y célébra la sainte messe du matin à 6 heures. Après la sainte évangile dite, il fit au peuple une homélie très savante et très spirituelle. Entre autres, il leur apprit que Saint Mamère, évêque de Vienne en Dauphiné, avait établi la procession des rogations. Il exhorta ses ouailles d'assister, entre autres, à la dernière procession qu'on ferait à Saint-Nazaire qui était dans la semaine même. Le jour arrivé, qui était un mercredi, le saint pasteur, appelé M. Bourgogne, assisté de son secondaire, appelé M. David, ecclésiastique à la vérité d'une probité reconnue, à 4 heures du matin, conduisirent processionnellement tous les paroissiens à l'église de Saint-Nazaire et Cels, qui est éloignée de la fameuse bourgade d'Aubé d'un bon quart de lieue. Cette dernière est champêtre et très solitaire, et par sa construction d'une grande beauté pour laquelle le peuple a une singulière dévotion. Voici l'ordre en laquelle cette procession générale fut faite et de la manière que les sages pasteurs la dirigèrent avec toute l'édification la plus auguste et la plus sainte. De la chapelle Notre-Dame d'Aubais, environ 30 écoliers sortirent les premiers, ayant à leur tête le ludi magistère, sagement rangé sous la bannière. Les enfants non écoliers formaient le second rang, les filles le troisième, les femmes le quatrième, les hommes du bas peuple le cinquième, les hommes de la confrérie le sixième, le clergé le septième, les deux principaux magistrats du tribunal Banneret le huitième, et finalement les bourgeois les plus qualifiés le neuvième. Tout ce peuple dévot de tous sexes était rangé sur 2 colonnes, c'est-à-dire de 2 en 2. Les caudataires, acolytes, enfants de chœur et autres clercs portaient les vases sacrés et tous les ornements propres pour la célébration des saints mystères, à la réserve des cierges qu'on avait oubliés. Ce manquement fut la cause d'un grand tumulte et confusion qu'on rapportera à la fin de ce saint pèlerinage. 2 bâtonniers, qu'on appelle ici maîtres des cérémonies, étaient chargés chacun, armés d'un grand bourdon d'environ 2 toises et demi de long, étaient enfermés entre les 2 colonnes de ce peuple dévot. Le premier entre les filles et les femmes, le second entre les hommes, pour les faire contenir dans leur rang et d'une modestie requise. Un tiers de ce peuple était jambes et pieds nus, fût-il par motif de dévotion ou par faute de n'avoir souliers ni chaussures. À la vérité, les armées saintes de toutes les croisades ne marchèrent jamais avec autant de contenance que celle-ci fit dans cette sainte et pieuse journée.
a rapporté la chose naturellement, notre peuple dévot marchait, à pas compter, comme un docteur de Sorbonne suivi des 4 facultés. Finalement, étant arrivé à l'église de la destination du Saint-Pèlerinage, il y fut trouvé l'ermite de cette église appelé frère Bermond du tiers-ordre de Saint-François. Son ermitage est contigu à cette église et l'un des plus beaux du diocèse de Nîmes. Sa vie hermétique est très édifiante, quoiqu'il est trait. C'est un homme dont la taille est d'environ 5 pieds 3 pouces, gros, très membru et par conséquent très fort, portant une longue barbe, ce qui le rend très vénérable, et l'un des plus habiles de son siècle pour la quête. Il est dans son âge, dans l'automne de ses jours. Qui le qualifierait de chantre lui ferait une grande injure, attendu que, pour n'avoir de la voix, il n'a jamais chanté de vêpres, ni à matine, ni autrement, ni nullement. Il est originaire du Dauphiné. Il sait par cœur les 7 merveilles de sa patrie. Pour continuer le narré de la solennelle procession, les antiennes finies, le saint pasteur se revêtit des ornements sacerdotaux pour célébrer la Sainte Messe. À ce moment de leur histoire, les villages vont s'agrandir et se développer au-delà de leurs murailles. Mais l'habitude de vivre à l'abri des remparts est prise depuis longtemps et les villages vont conserver une forme ramassée. Sans doute y a-t-il aussi quelque chose de prestigieux dans cette apparence fortifiée. Le modèle du château féodal était encore dans toutes les têtes. On retrouve le même phénomène avec la tour féodale, le donjon. Cet élément familier du paysage avait tellement marqué les esprits qu'il inspira tous les maîtres d'œuvre, ceux qui commandent les travaux, et cela jusqu'à nos jours. Symbole de puissance, la tour médiévale se retrouve partout dans l'urbanisme. Elle a traversé les âges. Les formes les plus récentes sont les buildings de Manhattan, ceux du Qatar, de la Chine, des Philippines, qui redoublent d'énergie pour construire toujours plus haut. Mais au Moyen-Âge, les villes regorgent de tours de ce type. Lorsque Louis VIII prend Avignon, il y fait raser une centaine de tours urbaines, simple appendice de résidence montrant la richesse de leurs propriétaires. Dans les villages, c'est l'élévation de la maison qui la rapproche de la tour. La tour médiévale est un mème, c'est-à-dire un élément d'une culture, pris ici au sens de civilisation, pouvant être considéré comme transmis, en particulier par l'imitation. Au XVIIIe siècle, les maisons vont encore s'élever dans les airs. Cette fois, c'est le développement de la sériciculture qui provoque le rajout d'un étage sur nombre de maisons. Ce niveau supplémentaire sera doté généralement de cheminées d'angle chargées de maintenir une température à peu près constante nécessaire à l'éducation des vers à soie. Cette agro-industrie va gagner tout le Languedoc et plus encore sa partie orientale. Le diocèse d'Uzès, en réponse aux subventions allouées par les États du Languedoc, va planter des mûriers à tour de bras. On en cultivera en cordon autour des champs de blé, toujours à proximité du village, car même après plusieurs décennies de paix, l'insécurité est toujours et encore structurante. Parce qu'en défendant la communauté, ils défendent leurs biens, c'est comme ça qu'on voit les choses à cette époque. Et elle a donc ce fonctionnement qui lui permet de gérer le territoire, de s'occuper effectivement de la perception des impôts pour le roi, et puis d'autres attributions qui sont des attributions aussi finalement d'ordre général, comme par exemple recevoir les troupes, quand il y a des troupes royales qui se déplacent, il faut les loger, c'est-à-dire une charge très lourde, et c'est encore une fois la communauté qui organise ce logement, comme elle peut d'ailleurs très souvent chez l'habitant. Toute une série de choses qui montrent que finalement ces communautés, quand on regarde bien et qu'on les compare à un conseil municipal aujourd'hui, elles ont des attributions beaucoup plus larges. Elles ont, d'une certaine façon, elles ont plus de pouvoir
qu'un conseil municipal d'aujourd'hui, puisque elle remplace le percepteur, elle remplace finalement l'autorité militaire locale, dans le sens où elles sont chargées d'organiser le passage des troupes. Il y a toute une série de choses. Elles font des corvées d'ailleurs, jusqu'à un certain moment, elles organisent des corvées pour réparer les routes. Il y a un nombre incroyable d'attributions de ces communautés. Elles sont vraiment à la base, c'est la base de l'organisation du royaume, ce sont ces communautés. Voilà. Donc je pense que là, on va faire un petit peu le tour, à la fois historiquement et je dirais institutionnellement, de ce que la communauté représente. Voilà. Après, évidemment, on peut regarder les choses de plus près et on peut s'apercevoir qu'il y a des contradictions à l'intérieur de tout ce système. Il y a des effets de pouvoir importants. J'ai parlé tout à l'heure du pouvoir du Seigneur qui continue de se manifester à l'intérieur même de la communauté par les hommes qui sont les hommes du Seigneur. Il y a des conflits, quelquefois de partis différents, des gens qui ont des opinions différentes. À Saint-Victor, ça s'est manifesté au moment de la construction de l'église. Il y a une église qui a été construite, commencée à la fin du XVIIe et continuée pendant une bonne partie du XVIIIe siècle, parce que ça a été très long. Et il y avait un désaccord quant à la construction de l'église. Une partie des habitants considéraient qu'on n'avait pas dépensé de l'argent pour construire une aussi grande église, une aussi belle église. Notre partie, avec le prieur du village, donc, qui était un chanoine d'Uzès, évidemment, voulait que le village mette de l'argent dans cette construction d'église, et on voyait très bien les oppositions. Il y a eu d'autres conflits de ce type. Mais d'une manière générale, c'est un fonctionnement dans lequel on se rend compte que l'ensemble des habitants reste concerné, même si certains le sont moins que d'autres. Il y a une vie communale qui est une vie extrêmement active et qu'on peut suivre sur la longue durée grâce au registre de délibération. C'est vraiment très intéressant de suivre ces délibérations. Cette belle seconde moitié du XVIIIe siècle, malgré les froidures hivernales, se termine par les troubles révolutionnaires qui auront des manifestations très importantes selon les lieux. La forte dimension religieuse qui anime le Languedoc depuis le XVIe siècle accouchera d'une guerre civile après 1789. Les villages qui avaient augmenté par leur emprise au sol, mais qui avaient parfois continué de se parer de remparts, réactivèrent leurs fonctions défensives. Les villages sont encore, à l'orée du XIXe siècle, des univers clos, craignant l'extérieur, des abris. Il faudra attendre que s'oublient quelque peu les horreurs de la Révolution pour qu'enfin on construise sans crainte à l'extérieur des remparts, que l'on comble les fossés pour y planter des arbres, et que l'on intègre les murailles dans des habitations nouvelles. Les barils perdent alors leurs murs de défense et l'ombre portée qu'ils offraient aux promeneurs accablés par les chaleurs de l'été. Le village s'est délesté de tout son arsenal défensif. Il entre dans une ère nouvelle. On ne construit plus, désormais, à l'intérieur des villages exigus et plus ou moins insalubres. On détruit les andrones qui empêchaient le soleil de pénétrer dans le village et assombrissaient les ruelles.
Elle s'était tant multipliée que Thomas Platters, qui visite le Languedoc à la fin du XVIe siècle, raconte que, dans certaines villes, il est possible de se promener les jours de pluie sans se mouiller. Avec la disparition de ces andrones, il n'est dès lors plus besoin de chercher à acquérir la maison contiguë ou celle d'en face pour espérer pouvoir agrandir sa demeure. La maçonnerie rurale ne permettant pas de bâtir sur plus de 3 niveaux, on peut désormais construire hors des murs des demeures plus vastes, plus adaptées aux besoins de la famille et de l'exploitation. Les faubourgs apparaissent le long des voies d'accès au village et, de proche en proche, les maisons s'éloignent de plus en plus du centre ancien. Les faubourgs se multiplient, aidés en cela par la forte poussée démographique qui poursuit l'élan du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du siècle suivant et au-delà même jusqu'à la grande saignée de 14-18. Bon, alors ces villageois qui ont à lutter quand même contre un climat qui n'est pas toujours très favorable à l'agriculture, des troupes qui passent, qui ne sont pas forcément toujours respectueuses de l'habitat, tout ça, ça peut être généré une manière de vivre ensemble qui est quand même assez spécifique d'une époque. Oui, mais je dirais que justement la communauté dont on a parlé est une manière de lutter contre ces problèmes. À l'intérieur de la communauté, il y a des éléments qui permettent d'organiser la solidarité. Par exemple, l'hôpital. L'hôpital, c'est il ne faut pas voir l'hôpital comme aujourd'hui. C'est une maison dans laquelle les plus pauvres pouvaient venir se réfugier quand il n'y avait vraiment aucun endroit. Mais l'hôpital, c'est plutôt destiné aux pauvres étrangers, ce qu'on appelait les pauvres passants, c'est-à-dire ceux qui vont de village en village, qui demandent l'aumône, à qui on donne la passade. La passade, c'est simplement un pain ou quelque chose pour qu'ils puissent se nourrir un jour. Et ensuite, on les expédie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester au même endroit, ils sont en permanence en mouvement. Ça, c'est une partie de l'organisation destinée aux pauvres. Mais encore une fois, elle n'est pas destinée aux pauvres du village. Et puis, il y a le bien des pauvres. Les biens des pauvres, ce sont des terres qui ont été données à une époque ou à une autre. Ce sont des donations qui ont été faites, qui sont cultivées par un fermier du bien des pauvres. Et l'argent qui est le produit de ce bien des pauvres, il sert à, disons, alimenter, à secourir un certain nombre de familles du village qui sont répertoriées comme étant pauvres. Alors il y a les pauvres qui sont ce qu'on appelle les vraiment pauvres. Alors les vraiment pauvres, c'est les pauvres qui sont sur la liste des pauvres du village et à qui on abandonne une aumône régulière. Il n'y a pas que la communauté qui donne cette aumône, il n'y a pas que le bien des pauvres. Le seigneur doit une aumône chaque année. Le prieur du village, le représentant de l'église, doit une aumône qui va aux pauvres chaque année. Et il y a les vraiment pauvres, donc, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les pauvres honteux. Les pauvres honteux, c'est ceux qui ne sont pas aussi pauvres que les autres, ou bien ceux qui ne veulent pas être reconnus comme pauvres ou inscrits sur la liste des vraiment pauvres, pour des raisons simplement de dignité, quelquefois je pense, surtout. Et ces pauvres honteux, on leur donne quand même quelque chose, mais ils ne sont pas inscrits. Donc il y a toute à l'intérieur de la pauvreté, en quelque sorte, il y a toute une hiérarchie qui est intéressante justement à étudier, pauvres passants, pauvres vraiment pauvres, pauvres honteux. Ça, c'est vraiment pour secourir la partie la plus démunie des habitants du village. C'est quelque chose qui fonctionne de manière finalement un peu automatique, ça fonctionne en permanence. Puis il peut y avoir des moments exceptionnels. Par exemple, en 1709, au moment du Grand Froid, on a instauré, la communauté de Saint-Victor a instauré un système qui consistait à distribuer des coupes de bois aux gens qui étaient dans le besoin, de manière à ce qu'ils puissent, en coupant ce bois et en allant le vendre en ville pour bien l'utilité des habitants de la ville, se procurer un peu d'argent. Et cet argent, ils en gardaient une partie pour eux, qui leur permettait de s'acheter de quoi manger, et le reste, ils le donnaient à la communauté, qui le remettait dans le bien des pauvres. Donc il y a tout un système de base communicant qui est très intéressant, un système de secours assez complexe qui a été mis en place dans ces moments en particulier. Et puis il y a la solidarité, je dirais plus générale, la solidarité de tous les instants. Il y a la solidarité des donations qui sont faites au moment
des testaments. Par exemple, par testament, on déclare qu'on va donner une somme aux pauvres, cette pauvre grave aux pauvres, mais on peut imaginer qu'il y avait aussi une solidarité qui n'apparaît nulle part dans les documents, qui était simplement le fait de donner à son voisin quand on avait quelque chose à manger en trop. Il y a toute l'histoire des cochonailles qui s'échangeaient d'une maison à l'autre. Je pense que ça se faisait partout. Donc la solidarité, elle est réelle, elle fonctionne de manière assez naturelle finalement, mais il ne faut pas croire que pour autant elle ait une efficacité totale. En 1709, moi j'ai fait le bilan de cette liste des pauvres qu'on avait. Il y a une mortalité fantastique. Il y a des familles qui sont décimées. On va mourir les enfants, on va mourir les parents, et certainement ils ne sont peut-être pas morts de faim, mais ils sont morts des suites de cette période très difficile, avec des désordres climatiques, une période de grand froid. Évidemment, il y a des épidémies qui se greffent sur des organismes qui sont affaiblis à la fois par la relative nutrition et par les intempéries. Et ces gens-là meurent en masse. Donc, solidarité, mais jusqu'à un certain point. Reprenons, au terme de cette histoire, le questionnement initial. Nous pouvons répondre que les villages ont 10 siècles, qu'ils ont été, pendant les 8 premiers siècles de cette histoire, contraints par des remparts qui ont indirectement modelé l'urbanisme villageois et la maison de village, qu'ils ont ensuite outrepassé leur corset de pierre, qu'ils s'en sont libérés et que cela constitue l'histoire toute contemporaine des villages dans lesquels nous vivons encore. Aujourd'hui, les centres anciens d'origine médiévale sont de plus en plus noyés au milieu des extensions pavillonnaires. Peut-être est-il temps de célébrer en ce début de XXIe siècle le millénaire de nos villages.
Bye.